Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à ce nouvel entretien de 30 minutes avec. 30 minutes avec est une série d'interviews avec des décideurs, artistes, universitaires sur des questions d'intérêt pour le continent africain. Donc aujourd'hui, nous avons un éminent invité. Il s'agit de Biram Da Abed, qui est non seulement un activiste anti-esclavagiste, mais aussi un décideur politique, étant donné qu'il est en très bonne position pour ce qui concerne les élections de son pays. Donc Biram est né vers 1965 à Dider-Moguen, en Mauritanie, dans la région de Rosso. Son père fut affranchi en étant encore dans le ventre de sa mère par son maître malade, qui par cette action faisait une offrande à Dieu pour recevoir ses faveurs. Biram fait partie de ces rares Haratin ayant bénéficié d'une éducation. En 1979, après sa réussite au concours national d'entrée en 6e, il poursuit ses études au collège puis au lycée de Rosso. Dans cette ville, il fut marqué par le procès d'El Hor, mouvement anti-esclavagiste mauritanien. Après cet épisode, il fonde en 1982, avec d'autres amis, le mouvement national africain. En 1985, il obtient son baccalauréat. Il s'inscrit par la suite à la faculté de Nouakchott. Pour des raisons matérielles, il abandonne ses études et se présente en 1986 au concours de greffier qu'il réussit. En 2001, il obtient un diplôme d'études approfondies DEA en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Biram Da Abed commence à militer au sein de l'ONG qu'il fonde en 2008, IRA, Mauritanie, qui est l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Arrêté le 13 décembre 2010, il fut gracié par le président Mohamed Ould Abdel Aziz. L'année 2012 marque un tournant pour son mouvement qui le fera connaître sur le plan international. En effet, en avril 2012, il brûle avec d'autres de son organisation des textes de jurisconsulte de l'école du livre de code d'esclavage attribués par les jurisconsultes mauritaniens aux Malikites, l'une des écoles du droit musulman. Le 28 avril 2012, il est arrêté avec d'autres militants de l'IRA pour apostasie et atteinte à la sûreté de l'État. Après plusieurs mois de détention préventive et un procès, celui-ci fut annulé pour vice de forme par la cour criminelle de Nouakchott. Biram Da Abed et ses détenus seront libérés en septembre 2012. Le 11 novembre 2014, il est arrêté avec 9 autres militants pour avoir organisé une caravane contre l'esclavage foncier. Il ne sera libéré que 18 mois plus tard, en mai 2016, ce qui sera le début d'un long périple international alimenté par l'arrestation et la condamnation à des peines allant de 3 à 15 ans de prison de 13 membres du personnel de son organisation, l'IRA, en juillet 2016. Défenseur des droits de l'homme, focalise et principale voix de la lutte pour la libération de tous les esclaves en Mauritanie, il mène un combat acharné et déterminé qui lui a valu beaucoup de reconnaissance. Biram Da Abed a été honoré par le prix des droits de l'homme 2011 de la ville de Weimar en Allemagne fédérale. Il a reçu le prix Frontline Award for Human Rights Defenders at Risk de l'ONG irlandaise Frontline Defenders en mai 2013. En décembre, il obtient le prix des Nations Unies pour la cause des droits de l'homme 2013. Le prix Tulip octroyé par le gouvernement hollandais en décembre 2015, le prix James Lawson décerné par le Centre international pour la non-violence en juin 2016, le prix des héros de la lutte contre l'esclavage en juin 2016 octroyé par le gouvernement américain et le prix Aishana pour la lutte contre l'esclavage octroyé par Abolitionist Institute de Chicago. En 2014, Biram Da Abed est candidat pour les élections présidentielles de son pays. Dans son programme politique figurait évidemment la lutte contre l'esclavage. S'y rajoute le respect des droits fondamentaux. Il en ressort avec 9% des voix, ce qui lui permet d'être en très bonne posture pour les élections de 2019. Biram, bonjour. Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir accepté de prendre part à cet entretien, malgré votre emploi du temps que nous devinons très chargé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour parler de la question qui nous intéresse, l'esclavage en Mauritanie, qui est une pratique encore répandue, bien qu'officiellement le pays a adopté une loi en 1981 pour y mettre un terme. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation de l'esclavage aujourd'hui en Mauritanie? Je vous remercie. La situation de l'esclavage en Mauritanie est caractérisée par la persistance
et par la résistance du gouvernement mauritanien et des groupes dominants arabo-berbères qui dominent tous les leviers du pouvoir en Mauritanie, leur résistance à l'application des lois anti-esclavagistes qui sont édictées par le gouvernement mauritanien, mais aussi leur résistance à l'application des conventions internationales qui prohibent l'esclavage, que la Mauritanie a ratifié sous la surveillance des instances onusiennes. On voit que toutes ces ratifications, ces lois ratifiées, ces lois édictées, sont destinées à la consommation internationale pour donner bonne conscience aux partenaires de la Mauritanie, que sont certains États occidentaux, certains organismes occidentaux, pour qu'ils puissent commercer et coopérer allègrement en Mauritanie en évitant la gêne, en exhibant ces lois qui sont lettres mortes. En Mauritanie, le pouvoir politique, judiciaire et législatif se dresse contre les esclaves qui font plus de 20% de la population mauritanienne. 20% de la population. 20% de la population mauritanienne. Ce sont des personnes qui naissent propriété d'autres personnes. Ce sont des personnes qui se sont transmises ce statut de propriété privée pour d'autres personnes depuis plusieurs générations. Ce sont les esclaves sont issus de la communauté haratine et les possédeurs ou les propriétaires sont issus de la communauté arabo-berbère. Et la communauté haratine, c'est 40% de la population. La communauté haratine, c'est plus de 50% de la population mauritanienne, mais 20% de ces 50% de haratine sont des esclaves domestiques. Ils travaillent sans repos, sans salaire, sans soins, ils sont astreints à des travaux forcés. Les femmes parmi ces esclaves sont sujettes à des viols systématiques et sacralisés par le code noir, le code d'esclavage, qui est assimilé à la seule interprétation officielle et valable de la religion islamique en Mauritanie. Voilà, et l'appareil judiciaire et sécuritaire sont solidaires des esclavagistes et répriment avec une violence indescriptible toutes les personnes qui osent s'ériger contre l'esclavage ou militer pacifiquement contre l'esclavage. C'est pourquoi notre organisation Iran Mauritanie est interdite et ses membres et ses dirigeants, dont moi-même, nous avons subi plusieurs procès depuis la naissance de notre organisation en 2008 et nous avons été plusieurs fois arrêtés, torturés, jugés et condamnés. Moi-même, j'ai fait 3 fois la prison, comme vous venez de le citer. Lorsque vous parlez de cet esclavage-là qui semble perdurer, il y a eu des textes de loi qui ont été édictés, notamment celle du 25 mars 2007, qui a été adopté par le Parlement, qui a été suivi de celui du 13 août 2015, qui pénalise l'esclavage en adoptant une définition large, la privation de liberté et le travail sans salaire. Mais qu'en est-il de ces textes? Sont-ils appliqués ou... Non, ces textes, je vous ai dit qu'ils vont dans la ligne droite d'une ligne diplomatique de dissimulation et de déni de la part des groupes dominants esclavagistes qui dominent l'État mauritanien, qui dominent sa diplomatie, qui dominent son parlement, qui dominent l'appareil judiciaire et qui répriment et qui assimilent la lutte contre l'esclavage à l'hérésie, à l'apostasie, à l'adversité envers l'islam. Le discours officiel du gouvernement mauritanien assimile la lutte contre l'esclavage à une traîtrise nationale, à la haute trahison nationale. Le discours des officiels mauritaniens assimile la dénonciation de l'esclavage à une trahison et à une apostasie. Et l'apostasie dans notre pays, elle est passible de la peine de mort. C'est pourquoi en 2012, lorsqu'on a incinéré dans un acte
volontaire, public et symbolique, les codes noirs, les codes d'esclavage mauritaniens qui sont toujours en vigueur en Mauritanie et qui sont à la base de la formation des magistrats mauritaniens, des officiers de police judiciaire, des administrateurs, des imams, des érudits. Nous avons des codes qui autorisent la mise en esclavage de l'homme noir, la castration de l'homme noir, le viol des femmes noires, des codes qui stipulent l'inégalité entre les races. Nous avons été accusés d'apostasie, traduits devant une cour. Bon, je vous dis que il y a un déni actif de l'esclavage de la part des autorités mauritaniennes, parce que ces autorités mauritaniennes sont issues des groupes dominants arabo-berbères qui ont fondé leur mode de vie sur l'esclavage, qui ont fondé leur code d'honneur sur l'esclavage, et qui continuent à pratiquer l'esclavage dans toutes leurs maisons, dans tous leurs foyers, dans tous leurs périmètres agricoles, derrière leurs cheptels. Le travail à la main est dégradé, est frappé de déchéance et de dégradation dans la mentalité, dans le code d'honneur de la communauté arabo-berbère. C'est pourquoi il leur faut garder leurs esclaves, et ils les gardent depuis des siècles, et l'esclavage n'est pas réprimé malgré la panoplie de lois. Mais ces lois sont destinées seulement, comme je l'ai dit, à la consommation internationale. Mais ceux qui partent en prison, ceux qui sont condamnés à de lourdes peines de prison, ce sont les militants anti-esclavagistes. Ce qui est surprenant, vu que les textes existent, mais ceux qui sont dans cette ligne d'action sont emprisonnés. Ceux qui sont dans la ligne de mire des autorités judiciaires, sécuritaires, des autorités politiques du pays, sont les anti-esclavagistes. Bon, ce qui vide, ce qui rend rend compte de la duplicité des autorités mauritaniennes et de leurs mensonges, ô combien grossiers. Qu'en est-il alors de la fatwa qui a été récemment issue par la Oulema, qui reconnaît que l'esclavage n'a plus de fondement religieux? Mais n'a plus de fondement, qu'est-ce que ça veut dire? La religion, elle est la religion, je pense, depuis que le prophète Mohammed l'a révélée. Il y a plus d'un siècle, d'un millénaire et demi. Et si maintenant Mohammed, paix et salut sur lui, est revenu encore pour délégitimer une pratique aussi ignominieuse qu'eux, ils l'ont toujours pratiquée et qu'ils ont toujours prétendu légitime. Non, ça ne tient pas la route, parce que les oulémas, les érudits, qui sont un compartiment du pouvoir en place, et les érudits, et les oulémas, sont les premiers actionnaires de l'institution esclavagiste, des pratiques esclavagistes, sont les plus grands propriétaires d'esclaves, et ils continuent à mener une guerre médiatique extrêmement pernicieuse et violente contre le mouvement abolitionniste, à coup de fatwa, d'excommunication du mouvement IRA, du président de IRA que je suis, et des militants anti-esclavistes. Oui, pas une fois, pas une deuxième fois. L'esclavage est considéré par l'État mauritanien, par les groupes dominants mauritaniens, par les imams mauritaniens, par les juges mauritaniens, comme un sixième pilier de la religion musulmane. Le sixième pilier. Comme un sixième pilier de la religion musulmane. Et il y a un discours mensonger de dissimulation que ces autorités distillent auprès des étrangers, auprès de la communauté internationale, pour dire qu'ils sont contre l'esclavage, mais le vrai discours, un double discours, mais le vrai discours, c'est le discours qui est distillé interne, à l'intérieur de la Mauritanie, de manière interne, et à qui les juges obéissent, les officiers de police judiciaire. C'est pourquoi les juges, les officiers de police judiciaire ne tiennent pas compte des lois anti-esclavagistes, mais tiennent compte de la loi esclavagiste. C'est pourquoi nous, les anti-esclavagistes, sommes réprimés et nous sommes traînés en prison. Je pense que l'adage qui dit qu'on n'est jamais prophète chez soi est un peu vrai, dans le sens où votre reconnaissance et votre action est plus internationale qu'en Mauritanie. Donc, comment faites-vous pour gérer votre organisation déjà dans un contexte où elle n'est pas reconnue légalement, mais comment faites-vous aussi pour mener votre action internationale pour défendre la cause que vous défendez? À l'intérieur du pays, la lutte des membres de IRA, c'est une lutte épique.
c'est que les membres de l'ERA sont soutenus par un large public. La majorité des populations mauritaniennes, qui sont des populations d'esclaves et d'anciens esclaves, mais aussi des populations négro-mauritaniennes, qui soient Peul, Soninké, Wolof ou Bambara, qui sont aussi écrasées par le système de racisme domestique et de racisme d'État qui est en vigueur en Mauritanie et qui a eu déjà à sa solde une tentative de génocide qui a endeuillé la communauté noire et qui s'est soldée par des déportations massives de plus de 200 000 Mauritaniens de chez eux, de leurs biens, de leurs terres. Déportation vers le Sénégal et le Mali, qui sont devenus des apatrides un peu partout dans le monde. Et il y a aussi les pogroms qui ont été faits, organisés pour tuer les Noirs dans les rues des villes de Mauritanie. Mais aussi il y a les radiations massives des secteurs publics et privés, des fonctions publiques, de la fonction publique et des fonctions privées, radiation des Noirs, identifiés parce qu'ils sont Noirs. Et il y a aussi une épuration ethnique systématique qui s'est soldée par l'assassinat collectif de centaines de Noirs, civils et militaires, mais surtout des officiers, sous-officiers et soldats mauritaniens noirs. Et le point d'orgue de cette tentative de génocide a eu lieu le 28 novembre 1990, lorsque l'État mauritanien a décidé de sacrifier pour fêter l'indépendance, donc de tuer 28 moutons, disent-ils, et les 28 moutons sont 28 pelles, pendus et égorgés dans la caserne d'Inal à 450 km de Nouakchott. 28 pelles, vous avez dit? Oui, 28 pelles ont été égorgés par l'État mauritanien pour fêter l'indépendance de la Mauritanie, comme vous fêtez ici à Londres la Tabaski avec un mouton acheté au marché du bétail. Est-ce qu'il y a eu une suite donnée à cet acte? Aucune. Et cette acte est commémorée par la communauté des droits de l'homme en Mauritanie, par les veuves, par les orphelins, par les rescapés de cette tuerie. Mais l'État mauritanien refuse de faire la lumière, de faire la justice sur cette tragédie. Et les personnes qui ont exécuté ce massacre et qui l'ont planifié sont encore au pouvoir en Mauritanie. Voilà, en la personne du chef de l'État et d'autres compagnons d'armes à lui, qui sont les officiers qui avaient exécuté ce forfait avec leur chef, le sanguinaire dictateur Maharia Ahmed Taï, qui est maintenant en exil au Qatar. Donc ça, c'est la situation actuelle en Mauritanie. Mais qu'en est-il au niveau international de la feuille de route des Nations Unies, qui souhaitait abolir l'esclavage en 2019? Je pense que les Nations Unies sont affaiblies par le caractère non contraignant de la majeure partie de leurs résolutions, de leurs lois, de leur orientation. Je pense que la Mauritanie a réussi jusqu'à maintenant, le gouvernement mauritanien, à narguer la communauté internationale et à utiliser l'aide militaire et sécuritaire très importante qui lui arrive des États-Unis d'Amérique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette aide militaire et sécuritaire est utilisée pour verrouiller le pouvoir, bâillonner toutes les voies discordantes et maintenir les populations sous le joug de la domination, de la peur, de la faim et de l'esclavage. Le gouvernement mauritanien aussi continue à utiliser l'aide économique et financière importante qui lui provient de sa coopération avec l'Union européenne pour aussi se payer le luxe de pouvoir continuer à maintenir un système d'apartheid implanté en Afrique de l'Ouest,
précisément en Mauritanie, un apartheid arabo-berbère qui vise à maintenir sous le joug de l'esclavage 50% de Noirs et qui vit de Haratim, donc de population esclave et d'anciens esclaves, et qui vise aussi à maintenir sous le joug de la domination raciale plus de 30% de négros, de Noirs mauritaniens, issus des ethnies mauritaniennes. Je pense que le gouvernement mauritanien va continuer à jouer le jeu de la répression systématique de l'interdiction. Et notre combat à l'intérieur vise à défier le système à l'intérieur et par la voie pacifique et l'amener à se déconstruire. J'ai lu quelque part que vous trouvez les organisations anti-esclavagistes actuelles en Mauritanie un peu molles. Je dirais pas assez radicales, si on comprend radical par s'attaquer aux racines du problème. Non, je les trouve toujours molles. J'ai trouvé les organisations mauritaniennes anti-esclavagistes qui ont précédé IRA Mauritanie sont des organisations molles. Parce que ces organisations ne se sont jamais attaquées à la racine du mal, au clergé musulman mauritanien, aux érudits mauritaniens, qui sont les premiers dépositaires de l'idéologie esclavagiste, qui sont les leaders d'opinion qui se chargent de la légitimation, la sacralisation, l'islamisation des forfaits d'esclavage. Et je trouve aussi que les organisations qui nous ont précédés se sont confinées dans des organisations groupusculaires, de groupes restreints, de personnes qui veulent faire des actions à travers des communiqués par voie de presse dénonçant l'esclavage. J'ai vu aussi qu'il n'y a pas une vigueur qui veut placer le problème de l'esclavage en Mauritanie comme un problème vraiment de contradiction très forte et violente avec le droit international pour sensibiliser la communauté internationale, organisations, organismes et États démocratiques pour exiger des comptes de la Mauritanie. C'est pourquoi lorsque nous avons créé IRA, on a développé IRA comme une organisation de droits de l'homme qui s'exprime par la voie pacifique, par l'action pacifique, mais qui s'adosse au droit international défini par les Nations Unies et qui est soutenu par les ONG non gouvernementales des droits de l'homme. Mais aussi on a décidé de créer un mouvement de droits civiques très fort qui traîne des milliers et des milliers de personnes qui peuvent se rassembler dans des démonstrations monstres pour exprimer le refus des populations de la persistance de l'esclavage et de la collusion entre l'État et les groupes esclavagistes. Aussi, on a décidé de porter devant tous les podiums internationaux, devant tous les cercles internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, la question de l'esclavage en Mauritanie. Et toutes ces trois lignes de sensibilisation ont porté leurs fruits. Et c'est là ce que moi j'ai appelé mollesse, le manque de s'orienter dans cette orientation de nos aînés. Donc ça ressurgit bien cette inspiration que vous avez il y a quelques années. Oui. Qu'en est-il alors de l'esclavage foncier? Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous expliquer plus en détail? L'esclavage foncier en Mauritanie actuellement s'exprime par deux manières, par deux tendances. La première tendance, c'est la tendance ancienne, c'est que les Arabo-Berbères de Mauritanie ont été de grands actionnaires de la traite des Noirs, la traite orientale vers la traite arabo-musulmane. Ils ont été parmi les auxiliaires, parmi les acteurs. Mais aussi lorsque les Européens ont intervenu sur les côtes africaines, ils ont aussi été des clients, des colporteurs d'esclaves du fond de l'Afrique vers les côtes ouest africaines. C'était de grands clients des Européens. Mais lorsque les Européens et surtout les Anglais ont interdit la traite,
et ont commencé à arraisonner les bateaux au transportant les esclaves, les Maures se sont trouvés avec sur le bras beaucoup d'esclaves. Parce qu'il n'y a plus là où écouler les esclaves. C'est pourquoi ils les ont placés sur les terres cultivables de la vallée du fleuve Sénégal. Et il y avait des familles et des tribus qui avaient beaucoup d'esclaves qui l'ont placé sur les terres. Juste, ils ont pris le petit nombre, 1, 2, 3 ou 4 esclaves qui sont chargés de faire marcher la cellule domestique, le foyer des esclaves, faire des travaux domestiques, mais tout le reste, le surplus, il a été placé sur les terres. Les esclaves travaillaient, aménager, travaillaient, cultiver la terre, et les maîtres venaient pour prendre la récolte. Mais lorsque les Français ont colonisé la Mauritanie, les Français ont légitimé cet esclavage foncier, cet esclavage agricole, ce servage, ce métayage. De quelle manière? Ils ont conclu des accords avec les chefs tribaux arabo-berbères qui leur laissent leur main-d'œuvre servile. Qu'elle soit la main-d'œuvre domestique ou la main-d'œuvre agricole. Et pour la main-d'œuvre agricole, ils ont signé des papiers de propriété. Pour les tribus arabo-berbères, pour chaque chef de tribu ou pour chaque chef de famille, que la terre que cultivent ces esclaves est sa propriété. Donc ils ont légitimé l'état d'exploitation et le rapport d'exploitation et de servage agricole, ils l'ont légitimé par des papiers. Et lorsque l'État mauritanien, post-indépendant, à son avènement, cet État a aussi entériné ce rapport d'exploitation esclavagiste agricole, tout en tentant de le déconstruire petit à petit, et il y avait un début de déconstruction qui a continué, mais lorsque le pouvoir de l'actuel chef d'État Mohamed Abdel Aziz, lorsque Mohamed Abdel Aziz, l'actuel chef d'État, a fait son coup d'État en 2008, il a pratiquement repris les terres que même l'État mauritanien avait pu céder aux esclaves. Donc l'esclavage agricole est revenu en force et il y a maintenant une lutte de classes autour des terres entre les Haratim qui travaillent la terre et les Maures qui sont de la problématique foncière. C'est que la vallée du fleuve Sénégal était aussi cultivée en grande partie par les ethnies Pulaar, Soninké et Wolof. Mais actuellement, il y a des expropriations systématiques de ces populations noires par des membres de l'agro-business arabo-berbère, par des officiers arabo-berbères, par des personnalités arabo-berbères, auxquelles les administrations, que ce soit l'administration territoriale, l'administration judiciaire ou l'administration sécuritaire, octroient par décret les terres qui sont habitées depuis la nuit des temps et cultivées, exploitées par les négro-mauritaniens. Donc il y a eu des expropriations qui continuent à caractère raciste, voilà, qui visent à donner aux populations arabo-berbères les terres des populations noires. Voilà, c'est une autre problématique. Donc en Mauritanie, l'esclavage n'est pas seulement l'aboutissement du néolibéralisme, mais du capitalisme, mais aussi à des effluves très racistes. Oui, parce que c'est la question des terres, surtout des terres cultivables, la compétition ethnique ou la domination ethnique que les arabo-berbères exercent sur le reste des communautés noires, cette domination et la résistance à cette domination s'est cristallisée surtout autour de la question foncière. C'est pourquoi la liberté, la dignité de beaucoup de Noirs s'identifient avec les terres qu'ils ont héritées et qu'ils ont cultivées et qu'ils ont aménagées et sur lesquelles ils continuent à vivre. Et le fait de les en déloger par décret pour les octroyer à un autre citoyen de l'ethnie différente est perçu comme la poussée de la conquête arabe, de
de l'Afrique, de l'envahissement arabo-berbère de l'Afrique. Voilà, et la résistance, elle s'exprime de cette manière. D'autre part aussi, il y a les grands argentiers du monde, ou les multinationales du monde, qui viennent en coopération avec les autorités mauritaniennes et avec les membres de l'agro-business de la communauté arabo-berbère, viennent pour aussi prendre la terre à travers l'État, la terre des Noirs et des Haratim. Et ça aussi, ça a constitué une grande partie de la problématique. Le rappel historique que vous avez fait est très important et nous permet de poser maintenant la question. Lorsqu'on parle du foncier en général, on a souvent ce paysage qui nous est présenté comme les tout-puissants d'en haut qui viennent exproprier ceux qui sont moins puissants peut-être. Mais qu'en est-il de la résistance, de l'organisation d'en bas, des mouvements d'en bas en Mauritanie à l'heure actuelle? Est-ce qu'on en parle assez? Les mouvements de résistance à ce phénomène sont très faibles en Mauritanie. Parce que vous savez, même les déportations massives de Mauritaniens au Sénégal et au Mali, pendant les années de Brest, qui se sont échelonnées de 1986 à 1992, beaucoup d'analystes trouvent que la racine dans ces déportations, dans ces persécutions, dans cette épuration ethnique, c'est la compétition autour de la terre. D'aucuns disent que c'est lorsque le barrage de Djama et de Manantari ont été aménagés, il y avait donc des potentialités énormes d'aménagement et de mise en valeur des terres cultivables. C'est en ce moment que la communauté arabo-berbère dominante a voulu encore prendre pied dans la vallée. C'est en ce moment qu'elle est venue dans la vallée, qu'elle est descendue dans la vallée. Et c'est en ce moment qu'elle a commencé à s'accaparer des terres à travers des décrets de la part des préfets, des gouverneurs, des juges, des officiers de police judiciaire. Et c'était des décrets sélectifs qui visent à bien renforcer l'emprise ethnique de l'élément arabo-berbère sur les terres qui ont depuis toujours, qui ne sont pas des terres vierges, qui sont des terres depuis toujours aménagées, cultivées et habitées par des Noirs mauritaniens, autochtones, qui n'ont d'autre bien que la terre. Bon, je pense que la résistance est annihilée par la répression féroce qui a débuté avec l'écrasement de ces populations, leur humiliation, leur déportation, les assassinats, tout ceci les a forcés à l'exil. Et aussi l'administration a été pratiquement dénégrifiée, la justice dénégrifiée. Et il y a tous les dispositifs qui ont été mis en place pour considérer les Noirs de Mauritanie comme étrangers. Et c'est pourquoi maintenant ils sont, non seulement ils ont perdu la terre, mais ils perdent aussi leur papier. Maintenant, beaucoup parmi eux ne peuvent pas se recenser comme Mauritaniens en Mauritanie, bien qu'ils soient les autochtones habitants de la Mauritanie. Donc face à cette ruée de la terre qui est non seulement ethnique, raciste, qu'en est-il de cette catégorie qui sont les femmes concernant leur accès à la terre? Même sans parler de la problématique de l'esclavage, comment est-ce que les femmes accèdent à la terre aujourd'hui en Mauritanie? Oui, les femmes représentent sont au bas de l'échelle des catégories opprimées, surtout dans ces étendues de terres cultivables. Les femmes se sont toujours organisées dans ces zones pour avoir leur propre culture maraîchère qui les aide à joindre les deux bouts, qui les aide à se procurer certaines nécessités, qui les aide à être indépendantes et qui les aide à ne pas attendre
et attendre qu'on leur donne. Mais elles sont les premières à pâtir de ces expropriations. Parce que, je vous donne l'exemple des femmes de la localité de N'Tchambène. N'Tchambène, où c'est une localité qui est à 40 km à l'est de Rosso. Et le village de N'Tchambène, qui a été fondé depuis 1904. Depuis 1804. Et c'est un village fondé sur l'agriculture. C'était des populations wolof. Et moi, à ma naissance, lorsque j'ai vu le jour, lorsque j'ai eu l'âge de 8 ans, j'ai connu les gens de N'Tchambène avec leurs manguiers, leur culture maraîchère, avec la culture du maïs, la culture du mil. Mais pendant les événements de 1989, pendant la tentative de l'épuration ethnique, tout le village de N'Tchambène a été rasé. Et les gens de N'Tchambène ont été renvoyés au Sénégal. Mais après, ils sont revenus, la Mauritanie a reconnu leur mauritanité. Ils sont revenus dans leur maison. Mais on les a empêchés de prendre leur terre, leur champ. Alors qu'il y a leur manguier qu'ils avaient laissé. Et les manguiers, c'est pour la culture des fruits et la culture maraîchère, c'est spécifique pour les femmes. Et les manguiers sont des manguiers pour les femmes. Et les femmes de N'Tchambène ont été plusieurs fois emprisonnées collectivement à Rosso, déposées dans la prison, torturées, parce que c'est des femmes qui refusent de céder leurs manguiers à d'autres personnes. Des Arabo-Berbères à qui l'État a donné les manguiers des gens de N'Tchambène. Et jusqu'à maintenant, ce problème perdure et nous-mêmes, à Hira, on a vu la souffrance de ces femmes qui luttent depuis plus de 20 ans pour que l'État leur rende leurs manguiers et leur périmètre maraîcher. Dans votre discours, ce qui se centre fortement, c'est comment votre histoire personnelle est dans toile de fond de tout ce que vous faites. Donc, comment en êtes-vous? Où en êtes-vous? Si vous regardez derrière vous aujourd'hui, comment analysez-vous votre action, l'action que vous avez eu à mener, les défis qui s'annoncent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Les défis restent très nombreux. Parce que il n'y a pas encore l'avènement de la déconstruction de l'appareil répressif, l'appareil de soutien à l'esclavage, de soutien au racisme, de soutien à la discrimination, de soutien à l'expropriation, de soutien à la pérennisation de toutes ces relations de féodaux à paysans, de relations de maître à esclave, de relations inégales et injustes entre arabo-berbères et noirs. Bon, mais je pense qu'on a franchi déjà beaucoup d'étapes importantes dans lesquelles on a pu sortir la tête haute, on a pu renverser la tendance. Je pense que Hira a été créé en 2008 avec 7 personnes. Je pense que maintenant Hira est constitué de dizaines de milliers de personnes en Mauritanie. Et elle suscite aussi l'espoir chez des centaines, voire des millions de Mauritaniens qui aspirent à l'avènement de la justice, à la déconstruction de l'état de l'injustice. Hira aussi a mené des combats très durs, a payé des sacrifices lourds en termes de répression, de torture, de prison. Et je pense que les Mauritaniens en ont beaucoup gagné, en sachant qu'il faut se battre, en sachant surtout qu'il faut se battre et résister de manière pacifique. Et je pense qu'on a porté des coups importants, des coups qui ont réussi. Par exemple, la première manifestation populaire anti-esclavagiste qu'a connue la Mauritanie, c'est le 13 décembre 2010, pour la première fois en Mauritanie.
des populations manifestent contre l'esclavage, ira à diriger cette manifestation. Nous étions à ce moment quelques dizaines de personnes. La manifestation a été durement réprimée. Nous avons été arrêtés, torturés, jugés et condamnés. Mais on a gagné la bataille dans l'opinion publique nationale et internationale. On a gagné la bataille dans les médias contre le pouvoir. Mais aussi, le deuxième acte, c'était l'acte du pèlerinage à Inal. Inal, où reposent 154 soldats, officiers et sous-officiers noirs assassinés, dont 28 parmi eux ont été tués, comme je l'ai dit auparavant, le 28 novembre 1990 pour fêter la date de l'indépendance. Je pense que nous, IRA a ouvert la porte de Inal, a ouvert la porte de la lutte pour la reconnaissance du génocide, pour la justice et pour la réparation de ce crime international, de ce crime contre l'humanité. Et voilà, c'était un déclic au sein de cette lutte qui a pu drainer. Toutes les populations se sont convergées dans un même mouvement, IRA, qu'il soit Haratin, Peul, Soninké, Wolof, Bambara ou arabo-berbère. Je pense que IRA a pu unir les différentes ethnies mauritaniennes sur un seul principe, de lutter pour la reconnaissance du génocide et la réparation du génocide. Je pense aussi que le troisième acte fort, c'était l'acte d'incinération publique, volontaire et symbolique, l'acte d'autodafé des livres esclavagistes, des codes d'esclavage, des codes qui visent à encore pérenniser le racisme anti-noir, l'afrophobie ambiante et qui visent à légitimer les pratiques esclavagistes les plus cruelles. Cet acte aussi a constitué un déclic car ça a déconstruit toutes ces constructions religieuses qui arrimaient et les maîtres et les esclaves à la croyance religieuse en ces livres apocryphes qui ne sont pas des livres religieux mais qui sont considérés de manière mensongère par les groupes esclavagistes comme étant la seule représentation de l'islam dans notre société. L'autre acte, c'est aussi l'acte de l'organisation de la caravane contre l'esclavage foncier et agricole en novembre 2014, ce qui nous a valu le procès, la condamnation, l'emprisonnement et aussi, comme toujours, la prison, comme les procès ont été dans notre technique, notre stratégie à IRA, du tribune pour faire l'offensive et pour gagner la bataille des médias, la bataille du droit, la bataille de l'opinion publique internationale contre le pouvoir. Voilà. Ce sont là des actes desquels nous sommes fiers et qui nous ont amenés maintenant à pouvoir prétendre qu'après les élections de 2014 qui nous ont amenés à la deuxième place pendant l'élection présidentielle, on pense que ce palmarès va nous amener en 2019 à gagner haut la main les élections présidentielles en Mauritanie pour régler tous ces problèmes. Justement, vous avez anticipé sur la question. La question était celui de l'engagement en politique. Pensez-vous que c'est l'aboutissement de tous les actes que vous avez posés jusqu'à présent et le fait que d'une prise de conscience que pour changer réellement la société mauritanienne, pour changer réellement ou faire avancer les thématiques qui vous intéressent, il fallait vous engager personnellement en politique pour changer le système? Absolument, c'est le couronnement et l'acte final de tout le processus. C'est la politique au profit des droits de l'homme. C'est la politique instrumentalisée pour donner les droits, pour tirer les plus humbles des situations historiques de soumission, de chosification. Je pense que la finalité de toute action, de toute pensée, c'est le bien-être de l'humanité. Ce bien-être, nous, on pourra l'exécuter et l'offrir
aux citoyens, aux Mauritaniens, aux générations mauritaniennes qui l'ont attendu depuis des siècles, on peut leur offrir ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont le droit, qu'en investissant la fonction présidentielle d'une certaine moralité, d'une certaine vision de l'être humain et d'une certaine vision du rôle de l'homme en tant que un partenaire imbu de la compassion pour son vis-à-vis, au lieu de laisser la présidence à des gens qui perçoivent cet instrument comme un outil qui fait de l'homme un loup pour l'autre homme. Donc pour vous, la politique, vous vivez plus pour la politique que vous ne vivez de la politique comme certains le font actuellement. Absolument. Donc si nous devons peut-être en venir à un niveau un peu plus personnel, comment Madame Leila vit-elle l'engagement, à côté de l'engagement d'un tel homme, vous a-t-elle rejoint dans ce combat, en fin de compte? Leila a été de tous les combats que j'ai menés. Elle n'a jamais manqué à l'appel. Et elle a toujours assumé avec un courage, une détermination qui m'a toujours rassuré et qui m'a toujours ramené à mon état moral le plus stoïque. Et je pense que c'est une militante de terrain. Et c'est une épouse très solidaire. Et je pense aussi qu'elle est représentative. Quand je suis derrière les barreaux, elle est là aussi pour mener ceux qui ont envie de se battre. Et elle est là aussi pour accueillir en temps de paix ou en temps d'extrême violence utilisée par le pouvoir contre nous. Elle est là pour accueillir les humbles parmi les enfants, parmi les femmes, parmi les hommes, que nous réussissons à soutirer de l'emprise des esclavagistes. Elle est en train de les accueillir pour les aider à faire le premier pas dans la liberté. Donc à côté de chaque grand homme, il y a une Absolument. femme. Donc quel serait votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que tout mon espoir et que notre appel soit entendu par les Mauritaniens, par tous les Mauritaniens. Toute ethnie confondue. Notre appel, c'est que pour nous, l'esclavage ne s'identifie pas à une communauté. On ne veut pas identifier les crimes d'esclavage à une communauté, on ne veut pas identifier les crimes de racisme à une communauté. On identifie tout cela à l'homme, qui applique cette politique esclavagiste ou cette politique raciste. Nous pensons que les Mauritaniens doivent nous aider, les militants de l'IRA doivent nous aider à ce que cette lutte se termine sans aucun acte violent. C'est pourquoi je lance un appel aux militants de l'IRA à respecter les discours non violents, les discours pacifiques. Je leur lance un appel aussi à recevoir sobrement, stoïquement, les coups, la violence des autres, la violence du pouvoir. Je leur dis aussi que, à l'instar des différentes IRA qui ont essaimé de par le monde, IRA Sénégal, IRA Côte d'Ivoire, IRA Burkina Faso, IRA France, IRA Italie, IRA Allemagne, IRA Belgique. Nous sommes en Angleterre avec IRA, une branche en oui, Angleterre. IRA États-Unis, IRA Hollande, IRA Canada. Je leur dis que ces jours-ci, là où je suis à Londres, que nous allons implanter IRA Angleterre, et je leur dis que notre engagement est un engagement universaliste.
notre principe sont des principes adossés sur le droit international défini par les Nations Unies. Et notre action doit être strictement inspirée de ces principes de pacifisme et d'universalisme. Voilà. Et je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour cette conversation très importante. Merci. Ce que j'ai pu voir au travers de cette conversation, c'est l'humilité. Malgré toutes les distinctions que nous avons citées plus haut, vous êtes un homme très humble qui embrasse ce qu'il doit et ne se pose pas trop de questions quant aux conséquences. Donc, félicitations pour le combat important que vous menez. C'était un honneur pour nous de vous avoir ici. Merci de nous avoir... L'honneur est à moi, madame. Merci. Merci infiniment et à très bientôt pour un nouvel entretien de 30 minutes avec.